Bonjour à tous, je suis très contente d'être ici. Donc, je vais vous présenter un travail postdoctoral de 1 an, financé par la Fondation Thyssen, que j'ai fait à l'Institut de biologie de la Humboldt University, donc à Berlin, de l'équipe de John Yakatora, et donc qui porte sur la locomotion verticale et son lien avec les origines des primates. Donc, comme vous le savez sûrement déjà, les premiers primates sont supposés être apparus il y a environ 60 à 65 millions d'années, donc pendant le Paléocène et a priori dans l'hémisphère nord, d'après le registre fossile connu. Et dans l'hémisphère nord, à cette époque, il y avait beaucoup de forêts tropicales, environnement dans lequel sont supposés être apparus les premiers primates. Or, ce milieu est très complexe et a dû induire de grandes contraintes sur l'évolution de leur morphologie. Et d'après le registre fossile connu, le morphotype ancestral le plus consensuel est que les premiers primates étaient a priori arboricoles, de petite taille, nocturnes et omnivores. Et très tôt dans leur histoire évolutive, les primates ont acquis ce qui les distingue des autres mammifères, à savoir un ensemble de caractères morphologiques clés, qui concernent notamment le crâne avec l'acquisition de gros yeux convergents, également une bulle auditive formée de l'os pétreux, également des caractères sur leur appareil locomoteur, avec l'acquisition très précoce d'un hallux divergent, également d'ongles remplaçant les griffes sur les bouts des doigts. Alors, il y a plusieurs scénarios écologiques qui visent à expliquer l'acquisition de ces différents caractères, et notamment, ils sont largement considérés comme étant des adaptations à ce qu'on appelle la niche de fine branche, donc ce qui suppose que ces caractères auraient facilité les premiers primates à se déplacer sur des petites branches à la périphérie des arbres et pour accéder à des types de nourriture variés. Une autre hypothèse suggère que ces spécificités reflèteraient plutôt des comportements, des capacités pour des comportements acrobatiques, et en particulier la capacité de sauter. Mais alors les problèmes fondamentaux qu'on a et qui sont encore toujours débattus sont que d'abord on ne connaît pas très bien quelle a été la chronologie d'acquisition de ces différents caractères et s'ils ont ou non réellement pu conférer des avantages fonctionnels. Et aussi les différents paramètres qui définissent les types de milieux, en particulier les types de supports et les types de nourriture qu'ont pu utiliser les animaux, et leur pression de sélection associée qui a pu se refléter sur leur morphologie sont en fait assez mal définies. Et évidemment, le registre fossile étant incomplet, l'interprétation fonctionnelle et évolutive de nos origines reste incertaine. Alors, dans une précédente étude, j'avais étudié les répertoires posturaux des mains et des pieds pendant la locomotion sur différents types de supports et chez plusieurs espèces de mammifères arboricoles. Et on avait montré avec mes collègues que, en fait, les ongles des primates ne semblent pas spécialement leur conférer d'avantages dans l'utilisation de supports fins comparés aux autres espèces. Par contre, la capacité de diverger les pouces, hallux et bolex, semble, lui, avoir un impact important dans la capacité à attraper et à grimper sur des supports verticaux de plutôt fin à moyen diamètre. Donc, dans ce contexte, il semble intéressant de se pencher plus en détail sur la locomotion verticale. Or, le fait de grimper et potentiellement d'utiliser des supports verticaux a été reconstruit chez de nombreuses espèces de primates fossiles, suggérant que ça pourrait même constituer une condition ancestrale des premiers primates. Or, le fait de grimper sur des supports verticaux, finalement, c'est une capacité qui est très utile dans la vie arboricole de façon générale, car elle permet aux animaux d'entrer dans la canopée et de changer de strate dans les arbres. Donc en fait, c'est une capacité qui est partagée par de très nombreux mammifères arboricoles, bien qu'ils aient potentiellement des morphologies très différentes. C'est pour ça que pour cette question, je compare les primates avec d'autres modèles, afin d'élucider plus clairement les possibles convergences et différences entre les groupes. Mais si la majorité des travaux se focalisent sur la capacité de grimper, qu'en est-il de la capacité de descendre? Car en effet, il y a aussi, le fait de descendre des supports verticaux, c'est aussi très souvent utilisé par les animaux arboricoles pour se déplacer, pour accéder à la nourriture ou pour échapper aux prédateurs. Mais le fait de monter et le fait de descendre induisent peut-être des contraintes potentiellement différentes, et en fait très peu est connu à ce sujet, et ça n'a quasiment jamais été étudié d'un point de vue comparatif chez plusieurs espèces arboricoles. Donc l'objectif de cette étude a été de nous focaliser sur la locomotion verticale, aussi bien les montées que les descentes, et cela chez plusieurs espèces de mammifères arboricoles de petite à moyenne taille. Et avec 3 grandes questions. Donc d'abord, quelles sont les stratégies comportementales utilisées par les animaux pour descendre des supports verticaux? Ensuite, est-ce que ça a un impact sur leur locomotion et leur posture de saisie? Et enfin, est-ce qu'on peut trouver des corrélats morphologiques pour expliquer, ou en tout cas pour corréler à ces comportements?
Donc j'ai d'abord mené une vaste étude dans plusieurs parcs zoologiques en France et à l'étranger, où j'ai observé 22 espèces, donc avec 10 primates, 5 espèces de strepsirrhiniens et 5 petits platyrrhiniens, et d'autres mammifères arboricoles avec 1 scandentia, 3 rongeurs, 3 carnivores et 4 marsupiaux, et pour un total de 58 individus. Et donc j'ai focalisé sur des supports que j'ai catégorisés en 3 types de diamètres, fin, moyen et large, définis en fonction de la taille relative des mains et des pieds des animaux. Et j'ai analysé un minimum de 10 montées et de 10 descentes par individu et par type de support, ce qui m'a fait un total d'environ 3100 événements analysés. Et donc, pour ce qui est des résultats, alors, j'ai identifié 3 types que j'ai catégorisés, en fait, 3 types de descentes observées. Donc, elle a d'abord la descente, donc tête la première, où les animaux se positionnent donc parallèles au support, et donc la tête et les yeux dirigés vers le bas. Il y a la descente que j'appelle de côté, où les animaux se positionnent à la perpendiculaire du support, mais avec la tête et les yeux plutôt dirigés vers le bas. Et la descente par les fesses, où donc ils se positionnent parallèle au support, mais en descendant donc, par les fesses. Et donc si on regarde les proportions de ces types de descente donc par espèce et par type de support, donc les types de supports sont représentés comme ça pendant toute la présentation, gros, moyen, fin. Et donc les espèces sont listées. Donc ici, c'est tous les primates, et de l'autre côté, tous les non-primates. Alors première chose hyper intéressante, c'est qu'en fait, tous les primates ont quasiment tout le temps descendu la tête la première, excepté les ratons laveurs, Procyon lotor, qui eux sont descendus en grande majorité par les fesses, et qui sont d'ailleurs l'espèce la plus grosse du dataset. Et pour les primates, c'est une autre histoire, avec les strepsirrhiniens qui sont majoritairement descendus avec les fesses en premier, je vais dire au cou, hein, les fesses en premier, et les platyrrhiniens qui sont majoritairement descendus avec une posture sur le côté, excepté les Nycticebus et les tamarins de l'étude, qui eux ont montré plus de descente la tête la première, et qui sont d'ailleurs les primates les plus légers, mais pas les espèces les plus légères du dataset. Il y avait des rongeurs qui sont bien plus petits encore que ces espèces. Alors maintenant, pour ce qui est de la locomotion et des postures de saisie, donc d'après les vidéos obtenues, j'ai également quantifié donc, des variables temporelles permettant de décrire la locomotion, comme la vitesse ou le type de gait, également des variables permettant de décrire les répertoires posturaux des mains et des pieds, avec des variables comme le type de grasp, la posture des doigts, l'utilisation des griffes et les amplitudes des mouvements, suivant un protocole que j'avais précédemment décrit et publié. Alors là, je ne vais pas avoir le temps de tout décrire, donc je vais m'axer sur la vitesse et sur une mesure de la variabilité globale des répertoires posturaux que j'ai pu quantifier sur les mains et les pieds. Et donc pour ce qui est de la vitesse, donc ici sont représentées les moyennes par espèce de vitesse, avec donc pour les 3 diamètres de support. Et donc les montées sont représentées ici, et les 3 types de descente à chaque fois ici. Donc première chose hyper intéressante, c'est qu'en fait, globalement, il y a une tendance significative chez toutes les espèces à en fait aller moins vite quand elles descendent la tête la première, comparé à leur montée. Alors que dans le cas des primates, quand ils descendent donc de côté ou par les fesses, en fait, leur vitesse ne varie pas significativement à celle de montée. Alors maintenant, pour ce qui est des postures, donc j'ai quantifié une variable permettant de quantifier la variabilité globale du répertoire, et c'est d'ailleurs intéressant parce que ce matin, Alban de Masson a présenté cette valeur d'entropie, enfin cette mesure de l'entropie de Shannon, donc que j'ai utilisée ici également pour représenter la variabilité globale des répertoires posturaux. Donc là, je les ai représentés par groupe phylogénétique. Donc les strepsirrhiniens sont ici, les platyrrhiniens sont ici, et donc ici les autres groupes. Ça va être représenté, donc les mains seront en haut et les pieds en bas, donc les différents types de supports encore comme ça. Donc en fait, pour faire simple, en gros, plus les triangles obtenus sont grands, et plus la variabilité des répertoires posturaux des mains et des pieds sont grandes. Et donc première chose hyper intéressante, c'est que ce qu'on voit, c'est que la variabilité globale des postures de mains et de pieds diminue significativement quand les animaux descendent la tête en bas, comparé à quand ils montent. Par contre, dans le cas des primates, quand ils descendent de côté ou par les fesses, la variabilité là ne diffère pas vraiment à celle en montée, mais par contre elle diffère chez les ratons laveurs. Et la vitesse aussi chez les ratons laveurs, elle, diminuait quand ils descendaient comparé aux montées. Alors ensuite, la troisième partie de cette étude a été donc d'essayer de lier ces comportements à de possibles corrélats morphologiques. Donc pour ça, j'ai pris un certain nombre de paramètres morphologiques comme la masse corporelle,
aussi des mesures corporelles sur les animaux que j'avais précédemment observés, pour ensuite calculer des proportions des membres. Et j'ai aussi voulu quantifier la taille relative de la tête, parce que je me suis dit que peut-être qu'avoir une plus ou moins grosse tête pourrait impacter le fait de descendre la tête en bas, ou non. Donc pour ça, j'ai mesuré, avec mes collègues, on a mesuré en fait les volumes endocrâniens sur des spécimens en collection pour les mêmes espèces qu'on avait observées, ce qui m'a permis ensuite de calculer le coefficient d'encéphalisation par espèce en suivant cette formule qui prend en compte l'effet allométrique, ce qui nous permet en fait de comparer des espèces qui ont potentiellement des masses très différentes. Et donc j'ai essayé de regarder si on trouve des corrélations entre ces variables morphos et les comportements de descente verticale observés. Et en effet, on a trouvé que la masse corporelle, le coefficient d'encéphalisation et la longueur relative des jambes ont une corrélation significative avec la proportion de descente la tête la première. Donc en gros, c'est-à-dire que dans notre dataset, plus les animaux étaient gros, enfin lourds, plus ils avaient une relativement grosse tête. Enfin ici c'est plus le cerveau, mais c'est un proxy, et des jambes relativement longues, et moins ils descendaient la tête la première. Et une autre chose hyper intéressante, c'est que dans le cas des primates uniquement, la longueur relative de l'hallux a une corrélation significative avec la proportion de descente sur le côté. Donc dans notre dataset ici, plus les primates avaient un long hallux, et moins ils descendaient sur le côté. Donc ce qui nous amène aux conclusions. Donc grosso modo, il semble que pour descendre des supports verticaux, en fait, ce n'est pas juste la taille des animaux qui va déterminer s'ils descendent la tête la première ou pas. Et il semble qu'en fait, il y a un trade-off entre masse corporelle, mais aussi proportion des membres, capacité de préhension et taille de la tête. Et alors aussi, ce qu'on voit, c'est que finalement, les stratégies de descente des primates, peut-être les fesses en premier et sur le côté, sont en fait plutôt efficaces. Parce qu'il semble que descendre la tête la première, en fait, induit plus de contraintes chez les animaux qui le font, et en tout cas nécessite que les mains et les pieds soient tous les deux ancrés au support pendant la descente, alors que dans le cas des primates, en fait, ça leur permet de descendre tout aussi rapidement qu'en montée, tout en étant capable de scanner efficacement leur environnement, et ça leur permet aussi de rester accrochés au support avec leurs pieds, même si le support est très fin, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'effet en fait, de diamètre qu'on a pu observer, tout en libérant les mains pour potentiellement d'autres tâches, comme la manipulation de nourriture que j'ai pu observer chez un tamarin. Donc ça nous a conduit à proposer un nouveau scénario évolutif concernant l'évolution des premiers primates en relation avec leur environnement arboricole. Donc dans l'hypothèse où les premiers primates utilisaient beaucoup de supports verticaux, comme des troncs ou des lianes, donc on suggère qu'en fait, grimper sur ces types de supports et puis en effet favoriser très tôt l'acquisition d'un hallux préhenseur et divergent, et que ensuite ces capacités combinées à des capacités en fait de saut qui sont apparues finalement assez tôt dans l'histoire évolutive des primates, et une élongation des jambes qui s'est produite relativement rapidement également. Tout ça a pu, en fait, dans l'ensemble, favoriser une posture verticale, une posture redressée arboricole, et du coup une posture verticale en conséquence. Et je suggère que ça pourrait en fait constituer une base qui aurait pu favoriser une expansion plus tardive de la taille de la tête, parce que du coup ça redirige le centre de gravité plus vers le bas, et du coup que ça aurait aidé à la libération des mains pour l'utilisation pour d'autres activités comme celle de la manipulation. Voilà, je vous remercie.